Donc, pour cette sixième séance de gestion de la maintenance industrielle, on va nous concentrer sur ce que nous avons appelé la maintenance productive totale ou le Total Productive Maintenance pour dire TPM. Donc, on a fini avec la première partie sur l'introduction de concepts de base des enjeux de la maintenance industrielle et avec l'analyse des défaillances, analyse quantitative et qualitative des défaillances. On a fini avec l'AMDEC et l'arbre des défaillances pour la semaine dernière. Pour cette troisième partie, on va focaliser notre intérêt sur la TPM. Le plan du cours sera réparti comme vous voyez ici. On va commencer par un aperçu rapide sur l'historique de l'apparition de la TPM. On va répondre comme d'habitude sur la question qu'est-ce que la notion de TPM. Rapidement, on va pas se tarder trop sur ça parce que ça va être expliqué davantage avec le reste des points qu'on va traiter. Nous allons commencer par présenter les différentes sources normalisées de perte de temps dans une entreprise, en particulier manufacturière. Je vais présenter par la suite ce que vos camarades ont présenté rapidement, le taux de rendement synthétique appelé TRS, qui est l'indicateur le plus utilisé dans les entreprises manufacturières, les 8 piliers de la TPM et les 5 principes et la relation entre les piliers et les principes de la TPM. Et on va finir, si on aura du temps, avec la démarche de la mise en place d'une procédure TPM dans une entreprise toujours manufacturière. Pour l'historique, l'apparition de toutes les notions en relation avec la maintenance et la production, c'est lié à une importation des Japonais, par les Japonais, des méthodes américaines apparues surtout avec le domaine de l'armée, le domaine militaire. L'armée américaine a proposé des méthodes qui ont été adoptées par les Japonais et importées au Japon dans les années 50. À partir des années 60, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la maintenance productive avec la création du Japan Maintenance Association. C'est une association qui opère dans le domaine de la maintenance. Et dans les années 70, nous avons eu, voilà, le monde a eu l'apparition du Japan Institute of Plant Maintenance qui considère la maintenance comme une activité principale et détaille davantage les théories de la maintenance en particulier préventive. Et à partir des années 70, il y a eu l'apparition du terme Total Productive Maintenance et on va détailler par la suite pourquoi total. Si on veut comparer cet historique-là, voilà, introduire les notions que nous avons déjà vues sur la maintenance, on va dire que les années 50, c'était des opérations de maintenance curative ou corrective avec le minimum vital de la maintenance préventive. Et puis, petit à petit, jusqu'aux années 70, où est apparue la maintenance productive totale qui englobe en même temps la maintenance, la production et la qualité. Donc, au début, c'était corrective et préventive vitale, puis préventive et puis la maintenance productive totale. Qu'est-ce que la TPM maintenant? C'est l'abréviation de Total Productive Maintenance ou bien la maintenance productive totale. C'est une méthode proactive, anticipative qui anticipe les défaillances et les pannes en relation avec les équipements de production, qui a pour objectif principal d'optimiser un rendement global, évalué généralement par le taux de rendement synthétique qu'on va détailler tout à l'heure, et qui exige l'implication quotidienne de tous les acteurs. C'est-à-dire, il n'y a plus, pour la logique TPM, il n'y a plus de séparation entre agents de production, agents de maintenance, agents de qualité, directeurs, etc. Donc, nous avons une optimisation globale, du fonctionnement global, en impliquant quotidiennement, continuellement, tous les acteurs dans toutes les activités de l'entreprise, dans l'objectif de chercher ce qu'on appelle une amélioration continue des équipements et de la production. C'est une démarche d'amélioration continue qui a pour objectif surtout la fiabilisation de la production, c'est-à-dire avoir continuellement une production fiable, c'est-à-dire qui atteint ses objectifs avec le minimum de ressources mises en place. En relation avec l'analyse du temps,
ou l'occupation des ressources maintenant, la relation entre ces objectifs-là, ces 4 objectifs-là de la TPM et l'analyse du temps par rapport à un temps d'ouverture totale d'une entreprise industrielle ou autre, mais on va prendre l'exemple d'une entreprise industrielle puisqu'on traite la maintenance industrielle et on va considérer que nous avons ce qu'on appelle un temps total qui généralement, dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, on considère que le temps total, généralement noté TT, c'est les 24 heures journalières. Donc, nous avons un temps total de base égal à 24 heures. Si on prend la référence, bien sûr, la journée. C'est ce qui est considéré généralement dans toutes les industries. Donc, nous avons un temps total de 24 heures. Si on va supprimer, mais si on va soustraire le temps de fermeture de l'atelier, on va trouver ce qu'on appelle un temps d'ouverture. C'est-à-dire, si j'ai une entreprise qui fonctionne 8 heures par jour, ces 8 heures par jour, ce sont les temps d'ouverture. Donc, le reste, les 12 heures restantes du temps total, c'est un temps de fermeture de l'atelier et c'est une fermeture, ce sont des arrêts planifiés. Donc, on n'a pas théoriquement de problème avec ça. Nous avons 8 heures, pour l'exemple que je vous ai proposé, nous avons un temps d'ouverture égal à 8 heures après avoir soustraire le temps de fermeture planifié. Si, en plus de ça, on va soustraire les temps mis pour la maintenance préventive, pour les essais et pour la sous-charge. Qu'est-ce que ça veut dire sous-charge? C'est-à-dire, théoriquement, je dois produire un certain nombre de pièces, 50 pièces par exemple, et pour une raison ou une autre, par exemple, manque de matières premières, je n'arrive pas à produire ces 50 pièces. C'est une sous-charge, c'est une production au-dessous de la capacité théorique de ma ligne de production si je suis en train d'étudier une ligne de production. Donc, si je soustrais à partir de ce temps d'ouverture les préventives, les essais et les sous-charges, je trouve ce qu'on appelle un temps requis pour la production. Si on continue à considérer les sources de perte, les analyses de temps, on va soustraire à partir de ce temps requis les arrêts de production. On va trouver ce qu'on appelle un temps de fonctionnement, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les équipements sont fonctionnels. Ces arrêts de production peuvent être dus à plusieurs causes. Ça peut être surtout dû à des changements de fabrication et au réglage ou à des arrêts pour panne. Cause de panne, elle a le temps mis pour reprendre le bon fonctionnement après panne, c'est-à-dire les interventions correctives. Donc, ces arrêts de production peuvent être dus ou bien à des changements de série par exemple, ou bien à des réglages de diamètre, de température ou autre, à changement de matière première ou autre, ou des arrêts pour maintenance corrective ou causés par des pannes imprévues. Donc, il y a le préventif pour avoir le temps requis, le correctif pour avoir un temps de fonctionnement. Si on continue à considérer les sources l'analyse de temps pour trouver les sources de perte de temps, on va considérer, on peut considérer aussi ce qu'on appelle les micro-arrêts et les écarts de cadence. On va discuter tout à l'heure, juste slide, la diapositive juste après, la différence entre micro-arrêt et panne. Ce sont deux notions. Il y a deux nuances, il y a des différences mineures entre ces deux notions, micro-arrêt et panne. Je vais vous les détailler dans la diapositive suivante. Pardon. Donc, du bon fonctionnement, si on soustrait les micro-arrêts et les écarts de cadence, qu'est-ce que ça veut dire cadence? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire cadence? C'est Cadence théorique ou cadence pratique Oui, réelle. qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la cadence réelle et il y a la cadence théorique. Donc, les écarts de cadence, c'est justement la différence entre la cadence réelle et la cadence théorique. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot cadence déjà? C'est une, Le nombre de pièces par unité d'heure, voilà, c'est Nombre une de pièces. production par unité de unité de temps. temps. Donc, la cadence théorique, c'est qu'est-ce que doit la ligne de production produire en nombre de bonnes pièces. Et la cadence pratique que vous avez évoquée maintenant, c'est réellement la quantité produite par la même unité de temps. Donc, la cadence, c'est quantité par unité de temps. Si on soustrait les écarts de cadence et les micro-arrêts, on va trouver le temps net de fonctionnement.
comme le nom l'indique, c'est le temps mis pour produire des pièces. Maintenant, est-ce que ce sont des bonnes pièces ou pas? C'est la source suivante ou c'est le type suivant d'analyse de temps, c'est la perte due à la non-qualité. C'est-à-dire, j'ai une production pendant une quantité produite pendant ce temps net. Une partie de cette quantité-là, elle n'est pas conforme à la qualité ou au cahier de charge demandé par le client. Si on supprime le Rebut. temps, oui, oui. Si on supprime le temps mis J'ai pour dit rebut, tout ce qui est voilà, retouche, tout ce voilà. qui est rebut, oui, tout ce qui est rebut, le temps mis pour produire ces pièces non conformes théoriquement considérées comme rebut, je vais trouver le temps utile utilisé pour justement produire les bonnes pièces qui vont être livrées au client. Ce sont les différents temps si on veut analyser toute la période de temps dans une entreprise. Ce qui nous intéresse surtout, c'est cette durée de temps net pour produire des pièces, pour réaliser un nombre de pièces et surtout le temps mis pour produire les bonnes pièces. Tous les indicateurs en relation avec la production peuvent être calculés à partir de ces temps-là, entre autres le TRS. D'accord? Donc, c'est l'analyse de temps a permis, euh, cette analyse a permis de déduire des sources de perte de temps. Ce sont des sources de perte de temps et puisqu'ils sont des pertes, donc je dois agir pour les éliminer. Si on veut améliorer notre qualité de production, on va agir pour éliminer ces sources-là. Si on va agir sur les arrêts planifiés ici, on va avoir des actions sur l'organisation du travail. Si vous vous rappelez, j'ai dit que ces deux types d'arrêts sont des arrêts planifiés. J'ai décidé de fermer l'entreprise la nuit. J'ai décidé d'arrêter la production pour une maintenance préventive systématique, pour un essai, parce que je n'ai pas de matière première. Donc, ces arrêts-là sont planifiés. Si je vais intervenir, si je vais agir sur cette source de perte de temps, c'est appelé perte parce que je pouvais gagner si je fais fonctionner mon entreprise la nuit. C'est un manque à gagner, théoriquement. Donc, je vais agir sur l'organisation de mon travail. Si je vais agir sur le changement, sur le temps de changement, si je vais minimiser le temps de changement de série ou les temps de réglage, on peut appliquer une méthode qu'on appelle SMED. Nous allons voir ensemble cette méthode-là pendant le deuxième semestre dans le module Lean Manufacturing, Inch'Allah. Donc, si je vais agir sur minimiser le temps de changement de série ou le temps de réglage, je peux appliquer la méthode SMED. On va voir les détails sur cette méthode-là. C'est une méthode très importante et très utilisée pour les industries. Et si on va agir sur les arrêts de production en relation avec les pannes et les micro-arrêts, c'est le domaine qui concerne le Total Productive Maintenance. Donc, ce qui nous intéresse dans cette séance-là, c'est les micro-arrêts et les arrêts pour panne. Bien sûr, la dernière partie, si on veut agir ici sur les sources de perte de temps pour non-qualité, on va améliorer la gestion de la qualité et c'est aussi tout un module que vous allez avoir pendant le deuxième semestre. Vous allez avoir quelques méthodes d'amélioration de la qualité de la production et des produits. Ce qui nous intéresse pour le moment, c'est ces deux sources de perte de temps qui sont les arrêts pour panne et les micro-arrêts. Il y a une différence, il y a une nuance entre ces deux notions. C'est principalement lié à la durée. Dans le cas général, on considère un arrêt qui a une durée qui dépasse les 5 minutes comme une panne et non pas un micro-arrêt. Mais ça dépend du cycle, du temps de cycle, ça dépend du takt time, ça dépend du processus de fabrication. Mais dans le cas général, la théorie propose que si on a un arrêt qui dépasse les 5 minutes, on ne parle plus de micro-arrêt, mais on parle de arrêt pour panne. Des notions générales sur la différence entre micro-arrêt et panne, vous les trouvez ici. Par exemple, généralement, on a
la notion de pannes qui sont peu nombreux par rapport aux microarrays. Donc, le nombre de microarrays, il est plus nombreux, il est plus important que le nombre de pannes dans le cas général. Généralement, on effectue des statistiques et des relevés systématiques pour les pannes, puisqu'ils sont, entre autres, ils ont une durée assez importante et on néglige généralement les micro-arrêts, c'est-à-dire on ne fait pas de relevé pour ces micro-arrêts, ni on ne recense pas la durée de ces micro-arrêts dans le cas général, sauf si le nombre devient inacceptable par rapport aux normes que nous avons définie. Il y a aussi une autre différence par rapport à l'analyse des pannes. Donc, généralement, on cherche les causes qui ont abouti à cette panne-là, et on remet uniquement en fonctionnement l'équipement après un micro-arrêt et parfois la remise en marche se fait automatiquement. Donc, un arrêt pour quelques secondes ou quelques minutes et la production est reprise sans même une intervention ni d'un expert ou ni d'un intervenant in situ, sur site pour reprendre le fonctionnement après micro-arrêt. Donc, généralement, on n'a pas besoin d'un intervenant pour reprendre un fonctionnement. À la limite, on n'a pas besoin d'un expert. Donc, si on veut résumer, la différence entre panne et micro-arrêt, c'est par rapport à la durée, par rapport aux effets et par rapport à la considération de ces pannes et ces micro-arrêts par le service production en maintenance. Les micro-arrêts sont généralement négligés et les pannes sont bien sûr traitées pour chercher les causes et pour les éliminer par la suite. Donc, on a les différences principales entre panne et micro-arrêt en relation avec les sources de perte de temps et la TPM ici. Donc, ce qui nous intéresse pour la TPM, c'est que nous avons des pannes avec des durées assez importantes, des arrêts pour panne et des écarts liés à des micro-arrêts ou écarts de cadence qu'on va traiter si on applique une démarche de TPM. À partir de ces sources de perte de temps, comme je vous ai dit, il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être calculés. Entre autres, l'indicateur le plus important, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique, connu par le TRS, taux de rendement synthétique. C'est un indicateur qui prend en considération trois leviers de l'action dans une entreprise industrielle. C'est la disponibilité des équipements en relation avec le fonctionnement technique, la qualité de la production et les performances de la production. Donc, c'est un indicateur dit ou qualifié d'intégrateur, c'est-à-dire il intègre les trois leviers de l'action dans une entreprise industrielle qui donne une visibilité sur le comportement de toutes les performances du service production. Donc, c'est un indicateur global et c'est pour ça que le TRS est l'indicateur le plus utilisé pour l'évaluation des performances globales d'une entreprise industrielle. Lorsque vous aurez votre projet de fin d'études, par exemple, ou même lorsque vous serez des ingénieurs opérationnels dans des entreprises manufacturières, vous allez remarquer que TRS, c'est l'indicateur le plus contrôlé, le plus utilisé, l'objectif principal de toute activité d'amélioration dans une entreprise industrielle parce que il est tout d'abord global parce qu'il prend en considération le côté technique, le côté managérial de la maintenance et la qualité de la production et parce qu'il permet de mesurer la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire productivité? C'est la quantité de bonnes pièces produites par unité de temps. C'est une des définitions proposées pour la productivité et ça permet de mesurer la progression des actions, d'identifier les pertes liées à la disponibilité, qualité et performance et surtout d'analyser ce qu'on appelle les postes goulot. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un goulot, un poste goulot ou bien un goulet d'étranglement aussi? Est-ce que quelqu'un a une idée sur ce qu'on appelle un poste goulot dans une chaîne de production, voilà, dans Oui, un... madame. D'accord. Ben, un poste goulot, ouais, la goulet, parfois on l'appelle goulet, et goulet d'étranglement. C'est En le poste, attente. c'est comment, Amine? Des postes en attente. C'est-à-dire de temps non.
مش هما اللي en attente, c'est plutôt les Les postes qui pièces. prennent la production. L'axe, c'est un peu, si j'ai bien compris, c'est un peu le contraire de ce que tu as dit. Alors, le poste golo, si on a par exemple euh, une, par exemple, une ligne dans un atelier de métallurgie, une ligne de production de l'industrie métallurgique. Donc, nous aurons certainement un four. Et nous allons supposer que la durée de cuisson, elle est la durée, c'est l'étape qui prend le plus de temps. Par exemple, toutes les étapes prennent 15 minutes et le cuisson dans le four prend 30 minutes. Le four, c'est un poste boulot parce qu'il conditionne la quantité produite par unité de temps. Ça peut être le poste qui a la durée de traitement la plus importante. D'accord? Si on prend par rapport à l'exemple que je vous ai proposé, par rapport à la durée, on va dire que le four, c'est un goulet d'étranglement, un goulot d'étranglement. Donc, c'est le poste, on peut dire que c'est le goulot d'étranglement, c'est le poste qui a la durée entre les différentes étapes, la durée la plus importante. C'est-à-dire, il va conditionner la cadence de la ligne de production. Si on applique, si on a une bonne méthode de gestion ou d'analyse du TRS, on pourrait analyser et décaler, si vous voulez, le goulot d'étranglement. D'accord? Vous allez avoir plusieurs exemples de goulets d'étranglement, que ce soit pour une ligne comme je vous l'ai présenté avec une seule étape qui a une durée importante. Et là, on peut trouver aussi plusieurs étapes, mais toujours plusieurs étapes qui durent longtemps par rapport aux autres étapes, mais toujours on va parler d'un seul goulet d'étranglement par processus de fabrication de pièces. D'accord? On va reprendre cette notion en détail avec le lean manufacturing, mais pour le moment, ce qu'il y a à retenir, le poste GOLO, c'est le poste qui définit la cadence de la ligne de production en ayant la durée la plus importante par rapport aux autres étapes de fabrication. Parmi les méthodes de contrôle de ce goulot d'étranglement ou ce post-goulot, c'est la bonne gestion du taux de rendement synthétique. Donc, c'est un taux global qui permet, entre autres, d'analyser et limiter, mouche éliminer, hein, limiter, on ne peut pas éliminer un goulot, on le limite, le goulot d'étranglement, c'est-à-dire on le déplace et on minimise son effet négatif sur la quantité produite, sur la cadence produite. Donc, on revient au TRS, qui est un indicateur global de disponibilité, qualité et performance, qui peut être calculé par cette formule-là qui a été proposée par vos camarades dans la présentation. Ça peut être calculé en divisant le temps utile par le temps requis, ou encore en divisant le nombre de bonnes pièces sur le nombre total de pièces réalisées. Donc, ou bien un temps utile sur le temps requis par rapport à l'analyse du temps que je vous ai proposé tout à l'heure, je vais la reprendre tout de suite, ou en divisant le nombre de bonnes pièces par le nombre total de pièces réalisées. Et c'est la même chose parce que tout simplement, vous avez ces équations-là. Donc, ici, vous avez la même analyse de temps que j'ai proposée dans la diapositive lorsque j'ai présenté l'analyse de temps. Et ici, vous avez les différentes équations de calcul de ce qu'on appelle les taux. Donc, le TRS, il prend en considération la disponibilité, la qualité et la performance en considérant des taux. Donc, on va avoir un taux de qualité, un taux de performance et pour la disponibilité, on va appeler ça une disponibilité opérationnelle. Je vais vous proposer une méthode de détermination de la disponibilité opérationnelle. Sinon, c'est une donnée qu'on peut avoir à partir de l'historique de fonctionnement de l'atelier. Donc, TRS, je peux le calculer en divisant temps utile par temps requis, nombre de bonnes pièces par nombre total de pièces réalisées, ou encore en multipliant le taux de qualité fois le taux de performance fois ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. Et ces trois équations sont les mêmes si on va considérer les équations suivantes. Donc, le taux de qualité, c'est quoi? C'est le nombre de bonnes pièces sur le nombre total de pièces réalisées. Le taux de performance, c'est le temps net, ici, le temps net,
si vous voyez Tn, divisé par le temps de fonctionnement. La disponibilité opérationnelle peut être calculée en divisant le temps de fonctionnement sur le temps requis. Si on multiplie ces trois taux, si on divise TU sur TR ou nombre de bonnes pièces sur nombre de pièces totales réalisées, on va trouver la valeur de TRS, du taux de rendement synthétique. Un autre indicateur en relation avec le TRS peut parfois être utilisé dans les entreprises industrielles. C'est appelé le temps de rendement global, le TRG. Vous allez aussi entendre parler du TRG. TRG, c'est égal à TRS multiplié par ce qu'on appelle le taux de charge effectif. C'est un pourcentage d'occupation des équipements industriels. Donc, si on multiplie le TRS par ce qu'on appelle un taux de charge, on va trouver un deuxième indicateur TRG qui n'est pas aussi utilisé que le TRS, mais quand même, il est utilisé. Certaines entreprises considèrent le TRG comme indicateur d'évaluation des performances. Donc, nous avons TRS. Si on multiplie le TRS par le taux de charge effectif, effectivement, on va trouver le TRG. Et il y a aussi un troisième et dernier indicateur appelé taux de rendement d'efficacité ou efficace si on multiplie le TRG par ce qu'on appelle le taux stratégique d'engagement. C'est une donnée relative au temps de fermeture planifié par la direction. Donc, c'est une décision stratégique prise lorsqu'on a décidé de mettre en place cette entreprise ou cette usine-là. Donc, nous avons TRS, TRG, TRE. Le plus utilisé, c'est TRS, mais quand même, il faut savoir qu'il y a un taux de charge utilisé pour calculer le taux de rendement global, TRG, et un taux stratégique d'engagement utilisé pour calculer le TRE. Le plus utilisé, c'est toujours le TRS. Pour la disponibilité opérationnelle, c'est la différence entre le temps requis et le temps de fonctionnement. Ce sont les arrêts de production. Ici, je vous propose quelques détails, exemples de détails qui peuvent être utilisés pour calculer la disponibilité opérationnelle. Donc, si vous avez la totalité des temps d'arrêt, c'est tant mieux. Sinon, vous pouvez considérer ces détails pour analyser la disponibilité opérationnelle si vous avez un projet à mettre en place dans une entreprise dans le cadre de projets de fin d'études ou autres. Donc, vous pouvez aussi calculer la disponibilité opérationnelle, bien que généralement, c'est une donnée qui peut être obtenue à partir, comme je vous ai dit, de l'historique. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à dire sur l'indicateur TRS, qui est l'indicateur utilisé pour l'évaluation de la TPM. C'est l'indicateur principal de la TPM. Les objectifs de la TPM, que ce soit en calculant ce TRS ou en appliquant les principes et les piliers, vous allez voir ces piliers-là de la TPM, c'est principalement quoi? C'est principalement avoir un personnel impliqué dans toutes les étapes de production. C'est-à-dire avoir un personnel de production qui, en même temps, applique les opérations de production, nettoie ces équipements, détecte les éventuels signes de dégradation, détecte les défauts de qualité, qui est impliqué surtout avoir la culture d'implication dans l'entreprise, dans toutes les fonctions de l'entreprise et d'améliorer le savoir-faire de ce personnel-là. Donc, la TPM, c'est principalement un changement de mentalité, un changement de la culture dans une entreprise. C'est-à-dire l'opérateur devient impliqué, pas seulement parce qu'il va recevoir un salaire, mais parce qu'il est intéressé, il considère que ce n'est pas uniquement un travail qu'il est en train de faire, mais il faut bien faire ce travail parce que ça fait partie de sa culture et de son état d'esprit, si vous voulez. D'accord? Donc, l'objectif principal, ce n'est pas une procédure à mettre en place, ce ne sont pas des piliers, ce ne sont pas des principes, mais c'est une culture et c'est une mentalité et un état d'esprit. Pour faire quoi cet état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle a comme objectif réellement, concrètement? C'est de s'attaquer au gaspillage, réduire les mudas, réduire les temps d'arrêt pour panne et les micro-arrêts aussi, les écarts de cadence.
pour avoir des cadences maximales et réduire la non-qualité. L'objectif de la TPM, c'est de réaliser ces 4 objectifs sans investissement supplémentaire. Qui fait comment sans investissement supplémentaire? En changeant la mentalité et la culture. Donc, l'objectif, c'est de changer la culture pour atteindre les objectifs ordinaires d'une gestion de la production dans une entreprise quelconque, c'est-à-dire minimiser les gaspillages, réduire les temps d'arrêt pour pannes ou autres, pour les micro-arrêts, avoir une qualité maximale et une cadence maximale sans investir davantage, sans avoir des investissements supplémentaires. Donc, on arrive ici aux 2 axes que vos camarades ont proposés. C'est une maximisation des performances des équipements et des meilleures conditions de travail. Donc, les 2 objectifs principaux de la TPM qui sont appelés aussi des axes de la TPM. Obtenir des conditions idéales de travail et avoir une efficacité maximale du système de production. Pour atteindre ces 2 objectifs, pour mettre en place ces 2 axes, pour réaliser ces 2 axes, on se base sur 8 piliers. D'accord? On les appelle piliers. Ce sont les supports de ces 2 objectifs. Ces 8 piliers, il y a 4 piliers en relation avec les bonnes conditions de travail, les conditions idéales de travail pour les intervenants. Et nous avons 4 piliers pour assurer l'efficacité du système de production. Donc, les piliers en bleu sont en relation avec les conditions de travail, les piliers en noir ici sont en relation avec l'efficacité du système. Pour les conditions idéales de travail, nous devons voir 4, selon la logique TPM bien évidemment, 4 piliers. On va revenir avec un peu de détail plus tard sur ces piliers-là. On doit avoir ce qu'on appelle la maintenance autonome, on doit maîtriser la qualité, avoir une bonne sécurité, conditions de travail et bonne hygiène pour l'environnement. On doit avoir ce qu'on appelle l'efficience des services ou la TPM au bureau. On va revenir avec un peu de détail sur ces 4 piliers. Pour l'efficacité du système, on doit planifier la maintenance, assurer l'amélioration continue au cas par cas, améliorer les compétences et le savoir-faire des intervenants dans le service production en maintenance et maîtriser la conception des produits et des équipements de travail. Ces 8 piliers sont la base de 5 principes de la TPM. Donc, on dit 2 axes, c'est-à-dire déjà on dit un objectif de changer la culture pour assurer les objectifs de la production ordinaire, surtout de chasse au gaspillage, sans investir pour atteindre 2 objectifs principaux qui sont en relation avec les conditions de travail et l'efficacité du système de production, basé sur 8 piliers, 4 piliers en relation avec le premier axe et 4 pour le deuxième axe. Ces 8 piliers sont la base de 5 principes de la TPM. Ces 5 principes sont les suivants. Le premier principe, c'est atteindre une efficacité maximale des équipements. Comment on peut atteindre cette efficacité maximale en considérant ces 4 piliers en bleu ici? On doit avoir une amélioration continue pour diminuer les arrêts dus au MUDA, les gaspillages. Donc, on doit assurer la chasse au gaspillage. On doit diminuer au maximum les différentes sources de gaspillage. Deuxième pilier, c'est la maintenance autonome. C'est-à-dire quoi la maintenance autonome? C'est-à-dire impliquer les opérateurs de maintenance dans les opérateurs de la production dans la maintenance des équipements, dans le nettoyage de ces équipements, dans le contrôle de la qualité de la production des équipements pour avoir un opérateur polyvalent qui intervient sur toutes les étapes de la production en relation avec l'équipement sur lequel il travaille. Troisième pilier en relation avec le premier principe d'atteindre l'efficacité maximale des équipements, c'est de planifier la maintenance. Avoir un plan de maintenance, lorsqu'on parle de plan de maintenance, on parle bien sûr de la maintenance préventive. C'est la maintenance qu'on peut facilement planifier, que ce soit systématique ou conditionnel. Donc, avoir
un planning de maintenance préventive et finalement assurer la formation du personnel pour améliorer ses connaissances et son savoir-faire en relation avec la production. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Vous allez trouver quelques détails supplémentaires sur la description. Le premier principe et les 4 piliers en relation. Donc, le premier principe, c'est atteindre l'efficacité en supprimant les causes de perte ou les mudas pour le premier pilier, en impliquant le personnel de production, de fabrication, de la maintenance pour le deuxième pilier, ici, la maintenance autonome, en assurant une bonne planification de la maintenance préventive et en améliorant le savoir-faire des opérateurs et leurs compétences et leurs connaissances. Ça, c'est le premier principe de la TPM, c'est les 4 piliers assurés ou réalisés en appliquant les 4 piliers en bleu ici. Deuxième principe, c'est démarrer le plus rapidement possible les nouveaux produits et les nouveaux équipements. Comment on peut assurer ce principe-là? En appliquant le pilier de maîtrise de la conception des produits et des équipements pour assurer les éventuelles mise en place de nouveaux produits et la mise en place de nouveaux équipements si on a un équipement nouveau à mettre en place. Troisième principe, c'est obtenir une efficacité maximale du service, des services fonctionnels. Comment on va assurer ce troisième principe? En appliquant la TPM au bureau. Qu'est-ce que ça veut dire TPM au bureau? C'est augmenter l'efficience des services, c'est-à-dire préparer les procédures, préparer tout d'abord les documents nécessaires pour le travail au bureau, bien décrire les procédures et surtout minimiser les tâches administratives et alléger les procédures administratives. C'est le troisième principe pour augmenter l'efficacité des services fonctionnels. Il faut avoir les documents nécessaires, décrire les procédures par écrit et diminuer les tâches administratives ou optimiser, disons, les tâches administratives. Quatrième principe, c'est la stabilisation en assurant les 5 M, la stabilisation des 5 M au plus haut niveau possible. Comment on va assurer ça? En maîtrisant la qualité de la production et des produits. Cinquième principe, c'est la maîtrise de la sécurité, les conditions de travail et le respect de l'environnement. C'est le 8e pilier. C'est dans un objectif de rendre le travail moins pénible, plus sécurisé, et surtout moins salissant, c'est plus propre, c'est avoir un environnement de travail sain, propre et moins dangereux. C'est l'objectif, c'est le 5e principe qui peut être assuré par le 8e pilier de la TPM. Donc, c'est ça la relation entre les 5 principes et les 8 piliers de la TPM. Ici, vous avez ce que j'étais en train de vous expliquer par écrit. C'est presque ce que j'étais en train de vous expliquer avec un peu plus de détails. Donc, 8 piliers et 5 principes liés par cette relation. Parfois, vous pouvez trouver, si vous avez un document en anglais, vous pouvez trouver que la TPM a 5 principes qu'on peut appeler les 5 S. 5S Foundation. Donc, si on veut traduire ces 5 principes-là, vous pouvez faire la correspondance pour trouver les 5 S ici. Ce n'est pas vraiment une correspondance, mais parfois vous pouvez trouver que les principes de la TPM peuvent être représentés par les 5 S. Ce n'est pas du tout les 5 S de nettoyer, se débarrasser que vous connaissez tous, mais c'est une autre 5 S. Généralement, j'évite cette utilisation pour éviter la confusion, mais si vous utilisez une documentation anglaise, vous pouvez très bien trouver que les 5 principes sont représentés par les 5 S que vous voyez ici. Et là, ça me suffit de retenir les 5 principes en français ou en anglais. Le français, c'est plus expressif pour nous puisque nous avons plus de détails ici par rapport à la relation des principes et les principes et les piliers, mais c'est à vous de choisir. Donc, si vous êtes intéressé par les 5 S ici, PIE Foundation, qui commence par la lettre S, c'est aussi intéressant de savoir, en gardant toujours dans l'esprit les 8 piliers qui sont toujours les mêmes.
Par rapport à ce que nous avons discuté lorsque nous avons parlé des niveaux de maintenance, nous avons dit que dans le cas général, on peut définir, selon la norme française que nous adoptons en Tunisie, on peut définir 5 niveaux de maintenance. Ces 5 niveaux de maintenance diffèrent selon quoi? Selon la qualification de l'intervenant, la profondeur dans le cas général de l'opération décrit par quoi? Par la qualification recommandée pour l'intervenant, par l'outillage utilisé, est-ce qu'on va utiliser du outillage standard ou pas, est-ce qu'on va utiliser des outils, voilà, un matériel spécifique, etc. Et ça dépend aussi de la durée de l'arrêt, c'est-à-dire l'importance de l'intervention. Dans la logique TPM, on définit uniquement 3 niveaux, 1, 2 et 3. Et généralement, on les note avec grand 1, grand 2, 3. Les deux premiers niveaux de la description classique des niveaux correspondent au premier niveau de maintenance pour la TPM. Les 3 et 4 correspondent au deuxième niveau et troisième niveau correspond au niveau 5. Le niveau 5, je vous rappelle que c'est ce qu'on a appelé la maintenance améliorative. Ça nécessite des compétences particulières des intervenants, ça nécessite une équipe polyvalente pour intervenir, un matériel spécifique et généralement, les actions, les activités du niveau 5 dans le cas général et 3 pour le niveau, pour les niveaux de la maintenance dans une logique TPM, généralement, le niveau 5, il est sous-traité. Ça nécessite des connaissances très pointues par rapport à une entreprise industrielle normale. Pour le deuxième niveau, ça peut, par exemple, être un diagnostic annuel. Ça peut être une intervention pour réparer une panne assez importante qui coûte assez cher. Mais ça reste toujours une intervention maîtrisée par les intervenants en interne de l'entreprise. Le niveau 1, 2 ou 3 de la TPM dépend d'une entreprise à une autre. Dépend de quoi? Dépend de l'activité, dépend des équipements, dépend des agents de maintenance disponibles dans l'entreprise et dépend de l'investissement mis en place par l'entreprise pour le service maintenance. Ce qui est à retenir quant au niveau de maintenance dans une entreprise industrielle, dans une logique de TPM, c'est que nous avons 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les interventions simples qui peuvent être faites par tout le monde, c'est-à-dire même un agent de production peut intervenir pour le niveau 1. Pour le niveau 2, ça nécessite des équipements assez particuliers tels que les diagnostics et ça doit être exécuté par des agents spécialistes. Et le niveau 3, qui est la maintenance améliorative, qui est généralement sous-traité, ça coûte cher et ça nécessite des compétences particulières. D'accord? Les clés de la réussite de la TPM, on revient toujours vers la culture. Les intervenants, les employés doivent être convaincus de l'importance de la TPM et doivent être impliqués dans la logique de TPM. Comment ils vont être impliqués? C'est par les formations continues. Ils doivent être continuellement formés. Le savoir-faire des employés doit être valorisé. On doit valoriser l'expérience et le savoir-faire de chaque intervenant dans l'entreprise et avoir une gestion rationalisée pour une amélioration continue des équipements de travail. Donc, le principe de la TPM, c'est un principe de traitement, entre guillemets, de la mentalité du travail plus qu'une mise en place de techniques de la démarche, bien qu'il y a bien sûr des étapes techniques de mise en place de la démarche TPM qu'on va faire. Cette démarche sera l'objectif de votre travail en asynchrone pour la prochaine séance. Ce qui a été présenté par le groupe qui a présenté le travail sur la TPM au début de la séance, ils ont présenté 5 étapes, mais ça n'a pas été détaillé. Donc, je demande, vous pouvez travailler en groupe de 2 ou 3 maximum pour proposer une démarche de la mise en place de la TPM dans une entreprise industrielle. Donc, je vous demande de proposer un organigramme pour les différentes étapes. Donc, étapes détaillées avec un organigramme.
C'est le premier exercice en asynchrone demandé normalement ce sera pour samedi. Donc, on est jeudi, donc vous aurez jusqu'à samedi pour m'envoyer sur Classroom et non pas par mail la proposition de la démarche de la mise en place de la TPM dans une entreprise industrielle et vous aurez aussi dans votre Classroom, sur le Classroom, vous aurez 2 exercices sur TRS. 2 exercices d'application sur le taux de rendement synthétique, sur le calcul de temps de rendement synthétique et pour vous aider à résoudre ces exercices-là et pour enrichir les informations que je vous ai données sur l'indicateur TRS, vous allez trouver 2 petites vidéos de 4 et 6 minutes qui décrivent, ce sont des 2 vidéos très, très pédagogiques. Vous allez voir que c'est très agréable à voir. Si on était en présentiel, on aurait voir ça ensemble et discuter aussi. Mais vu la difficulté, j'ai pas voulu prendre risque de ne pas pouvoir vous diffuser les vidéos. Donc, je vous invite à voir ces 2 vidéos. Ce sont 2 petites vidéos, comme je vous ai dit, la somme des durées de 2 vidéos, c'est 10 minutes, mais c'est très enrichissant par rapport à la notion de calcul du TRS, du taux de rendement synthétique. Et une fois que vous avez suivi ces 2 vidéos et le cours que je vous ai présenté, que ce soit par cet enregistrement ou bien en consultant votre cours, vous allez être capable très facilement de résoudre les 2 exercices sur le taux de rendement synthétique que vous allez trouver juste après cette séance sur votre Classroom. Donc, vous avez pour cette séance jusqu'à samedi, vous aurez 2 exercices, une démarche TPM à proposer, une démarche détaillée de la mise en place de la TPM dans une entreprise industrielle à proposer et résoudre les 2 exercices sur le taux de rendement synthétique. Et en ce qui concerne le travail en asynchrone pour cette semaine 6. La prochaine semaine, nous aurons ensemble l'étude FMD. Fiabilité, maintenabilité et disponibilité. C'est une partie très, très importante. C'est une des objectifs de ce cours-là, les objectifs finaux, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu, c'est dans l'objectif d'assurer quoi? D'assurer la fiabilité et minimiser le coût de la maintenance. Et ce sont les 2 dernières parties de ce cours-là, l'analyse de la fiabilité et l'analyse de coût. On va commencer à partir de la semaine prochaine pour 2 séances normalement, l'analyse FMD. Donc, je vous demande s'il y a quelqu'un qui est intéressé par un groupe, bien sûr, qui est intéressé par une présentation sur la fiabilité, maintenabilité et disponibilité, il me contacte par mail et je vous donne, si vous voulez, je vous confirme cette présentation pour ne pas avoir plus qu'une équipe qui va présenter la même thématique. Donc, vous réfléchissez, vous prenez votre temps, c'est une présentation pour la semaine prochaine, et ceux qui sont intéressés par cette présentation peuvent me contacter par mail. Je vais appliquer la règle FIFO, donc le premier qui va me contacter pour cette présentation aura la présentation. C'est une présentation très intéressante et très enrichissante pour celui qui va qui va préparer la présentation. Donc, vous prenez votre temps, vous réfléchissez et vous me contactez s'il y a un volontaire pour la présentation d'un exposé sur la fiabilité, la maintenabilité et la disponibilité. Donc, voilà ce que j'ai à vous proposer pour cette séance. Si vous n'avez plus de questions, je vais terminer la séance et je vous remercie pour votre présence et votre attention. Donc, j'attends juste pour vérifier si vous avez des questions à poser ou bien sur le contenu de la séance, soit elle sur le travail en asynchrone que je vous ai proposé ici, ou bien aussi sur la présentation de la semaine prochaine. Pas de questions? C'est bon? Ça va, madame, tout est clair. D'accord. Donc, merci pour votre attention. OK? Et j'aimerais bien Madame, avoir des volontaires pour la prochaine, pour la présentation. Hein? D'accord?